Hier, cette charte a été adoptée, signée par les 13 partis qui composent cette alliance politique qui s'appelle l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, ANAT. Dites-nous quelles sont d'abord les raisons qui ont prévalu un peu à l'adoption de cette nouvelle charte et ça définit un peu tous les points, les conditions d'adhésion, de sortie, les élections, les choix, les objectifs et tout. Dites-nous que c'était quoi le besoin d'aller rapidement vers l'adoption de cette charte et c'est quoi l'objectif global de ce document? D'accord, merci bien pour la question. Vous savez qu'au sortir des élections présidentielles de 2020, nous avions constaté effectivement que nous avions formé une alliance électorale et l'ANAD à l'époque avait supporté un candidat. Nous sommes allés aux élections que nous avons gagnées. Jusqu'à présent, on insiste sur ça. Mais malheureusement, cette victoire a été subtilisée par... Bon, je ne veux pas aller trop loin là. Dans tous les cas, nous avons pris les dispositions pour effectivement réclamer cette victoire. C'est dans ce cadre que l'ANAD a été effectivement formée. Donc c'était une alliance purement électorale qui s'était maintenant positionnée pour défendre la victoire qu'elle a acquise dans les urnes. Maintenant, tout au long justement de ces efforts, il y a eu pas mal de problèmes, pas mal de, disons, de primades. Et en fin de compte, puisque le pays allait mal, les militaires effectivement ont pris leurs responsabilités. Et il y a eu ce coup d'État le 5 septembre 2021. Alors, au niveau de l'Alliance, nous nous sommes dit on ne pouvait pas nous opposer aux militaires parce que c'est eux quand même qui sont allés faire tomber, disons, le problème que nous avions. Donc il fallait les supporter. Donc nous les avons supportés et nous nous sommes même reconvertis en leur lobbyistes pour sillonner le monde, pour dire de laisser les militaires tranquilles parce que les premières déclarations qui avaient été faites étaient en fait des déclarations très, très encourageantes. Donc nous les avons supportés dans ce cas. Quelques mois après, 5-6 mois après, nous nous sommes donc rendus compte que les intentions étaient des intentions, tout ce qui était dit n'était pas complètement en train d'être appliqué sur le terrain. Donc il y avait la nécessité de pouvoir opposer justement des points de vue politiques. Et donc l'alliance, sous sa forme électorale, n'était plus disons, valable. C'est la raison pour laquelle il fallait faire, disons, un changement, un toilettage, et même s'il faut faire une mue pour que l'Alliance reprenne, disons, du poids de la bête pour pouvoir adresser toutes ces questions. C'est là, comme on appelle, le début de la nécessité d'avoir une alliance politique. Donc, nous avons commencé à travailler sur ce texte. La mauvaise lecture, c'est quoi, M. Djiba? Beaucoup de gens pensent que la version politique de l'ANAD, on l'a signée simplement parce qu'il y a eu, disons, certains mouvements à l'intérieur. Non. Il y a de cela 6 mois, nous étions en train de peaufiner effectivement la charte. Et encore une fois, dans le groupe qui est parti, je ne voulais vraiment pas en parler, il y en a effectivement qui était de la commission de rédaction de cette même charte que nous avons signée hier. Alors, je ne vois pas vraiment la nécessité de pouvoir m'étendre dessus, sauf que nous voulons nous donner tous les outils nécessaires. Nous voulons mettre tous les atouts de notre côté afin que nous ne soyons pas surpris. Surtout que la lecture aujourd'hui au niveau de la transition ou alors de la gestion de la transition laisse planer beaucoup de doutes. Et là, je ne veux pas aller du dos de la cuillère pour vous dire que nous avons des inquiétudes sérieuses en ce qui concerne le glissement du calendrier qui a été fixé et, disons, en accord avec la CEDEAO. Voilà. Allez-y, Caps. Voilà, alors docteur, on comprend que l'objectif finalement recherché à travers la révision de cette charte-là, c'était de quitter d'une alliance électorale finalement vers une alliance politique pour s'adapter aux nouvelles réalités. Cependant, la question que je pose à cela, en 2021 où on a tenu finalement cette élection-là, l'alliance, elle était électorale. Mais depuis l'avènement du CNRD, on a eu toute l'année 2020
2022 et on a eu presque la moitié de l'année 2023. C'est maintenant que cette charte, finalement, elle est révisée. Pourquoi tout ce temps? Mais au-delà de ça, à partir de 2021 déjà, à mon entendement, le mandat c'était 1 an renouvelable et ce n'est que maintenant, ce n'est qu'hier, pratiquement 1 an, 6 mois après, que finalement le président Cellou Dalein Diallo est reconduit à la tête de l'ANAD. Qu'est-ce qui expliquerait ça? Est-ce que finalement tout cela ne pourrait même pas justifier le fait qu'on puisse connaître un certain nombre de départs? Bien, correction, une petite remarque. Le président Cellou n'a pas été reconduit comme président. Il est président sortant. C'est très important de faire la distinction. Tant qu'il n'a pas été remplacé, il est toujours le président sortant, donc le président. Donc, on ne peut pas l'empêcher de venir prendre part, effectivement, comme président de l'ANAD dans sa formulation actuelle. Maintenant que nous avons signé la charte, ce qui va suivre, c'est une autre plénière dans les jours à venir, effectivement, pour élire un nouveau président ou un nouveau président au niveau de l'ANAD. Dans ces conditions-là, les choses vont reprendre et on pourra parler d'autre chose. Sinon, il n'est pas reconduit. Et en 2021, effectivement, après 1 an, on a eu une conférence, une plénière sur Zoom. C'est là, effectivement, que M. Elhadj Cellou a été reconduit pour la première fois. C'est le premier anniversaire. Le deuxième qui finissait en juillet de cette année, c'est à l'issue de ça, justement, que nous avons pris la décision, effectivement, de, comment on appelle, de rendre efficace et de valider justement la nouvelle charte politique. C'est ça. Bon. Finalement, docteur, c'est finalement ces élections qui vont conduire à nouveau le président Cellou Dalein Diallo à la tête à nouveau de l'ANAD. Est-ce que ce ne sont pas simplement des formalités? Est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait quelqu'un d'autre qui puisse s'opposer à cette candidature ou pouvoir également se présenter ça? Est-ce que finalement, ce n'est pas simplement des formalités? Sinon, tout le monde sait qu'à l'issue de ces élections, le président Cellou Dalein Diallo va continuer à la tête de l'ANAD. Bon, c'est vous qui le dites. Sinon, pour élire le président de la charte, de l'Alliance, la désignation est d'abord faite par consensus. Si on ne peut pas s'entendre, il y a bien des gens qui peuvent être les candidats. En ce moment, les candidatures seront ouvertes. Et les 2 tiers, on dit l'article 8, hein, le président de l'ANAD est désigné par consensus ou à défaut par voie électorale à la majorité des 2 tiers du collège des leaders si aucun des candidats n'obtient la majorité requise. Et plus loin, vous dites au premier tour, un second tour est organisé pour départager les 2 premiers. Il est élu pour un mandat de 2 ans renouvelable une fois. Donc, ce qui veut dire que dans les jours à venir, on va aller vers ce processus-là, comme indiqué dans l'article 8. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, je vous laisse poser la question. Oui, justement, pourquoi la question de CAF? Parce que les élections arrivent et dans la même charte, vous dites l'article, je crois, 10, qui dit que les partis membres de l'ANAD feront l'effort de présenter un seul candidat à l'élection présidentielle. À défaut d'un consensus pour le choix d'un seul candidat, la candidature sera ouverte et chaque parti soutiendra le candidat de l'ANAD de son choix. Alors, pour le contexte actuel, parce que le porte-parole là, c'est le président normalement qui est aussi le porte-parole, s'il est empêché, il fait une désignation. Pour le contexte actuel, vu les résultats de l'UFDG lors des dernières élections, vu un peu l'aura de l'homme, est-ce qu'à l'interne même, il ne se suffirait pas de dire qu'il faut le garder à la tête de l'entité à cause un peu du poids pour qu'il puisse continuer quand même à défendre au mieux l'Alliance? Bien, ça c'est la présidence qui va apprécier et décider. Nous avons envie de pouvoir effectivement faire de très bons résultats. La plénière décidera de ce qu'il faut faire. Mais en ce qui concerne justement les dispositions pour l'élection du président, et je veux faire remarquer que le président de l'ANAD n'est pas forcément le candidat de l'ANAD aux élections présidentielles. Ça, c'est une distinction capitale. Alors, s'il y a un président,
on va se retrouver encore pendant les élections, c'est pourquoi nous avons donné cette versatilité on va se retrouver dans le cadre justement de pouvoir adresser les questions électorales pour trouver un candidat de consensus. Si ça n'est pas obtenu, nous allons aller encore par la voie démocratique, faire toutes les analyses, disons, pertinentes, compte tenu du poids électoral des formations politiques. Vous savez, quand vous êtes dans une coalition, c'est comme si vous êtes dans un grand club. Dans un grand club, il y a toujours des joueurs cadres. Il faut jouer les autres et il faut que les autres jouent. Alors, arrivé à ce point, nous allons décider ensemble qu'est-ce qui est mieux pour nous pour arriver à la victoire. Parce que l'important, c'est que nous puissions maximiser effectivement les chances de victoire de l'ANAD. C'est ce qui est là, c'est l'objectif principal. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous allons reconduire LH et nous ne pouvons pas dire qu'on ne va pas le reconduire. Dans tous les cas, c'est important de savoir que le président de l'ANAD, ce n'est pas forcément le candidat de l'ANAD aux élections présidentielles. D'accord. D'accord. Allez-y. L'ANAD, si ma mémoire est bonne, a été constituée dans la perspective des élections de 2020. 2020 pour tenter de barrer la route à Alpha Condé. Malheureusement, vous n'aviez pas réussi. Cette alliance électorale qui, 3 années après, qui se formalise aujourd'hui en alliance politique avec à sa tête toujours le président Cellou Dalein Diallo. Nous apprenons que demain, il y aura élection ou désignation, je ne sais quel terme il faut emprunter, du nouveau président de l'ANAD pour un mandat de 2 ans. Puisque le nom même de la coalition parle de l'alternance, au cas où Cellou Dalein se retrouverait encore à la tête de votre plateforme politique, est-ce qu'il y a lieu donc pour vous, désormais pour vous, de parler d'alternance? C'est une question, moi je crois que c'est une question de sémantique. Ce qui est important, c'est que l'alliance que nous avons, disons, mis sur pied pendant les élections de 2020, en ayant changé d'objectif, même si le nom reste le même, et sera fait en sorte que nous puissions effectivement prendre les armes, enfin pas des armes, les arguments nécessaires pour pouvoir contrer et pouvoir présenter un candidat et le faire gagner aux élections. Mais quand on parle d'alternance, l'alternance c'est quoi? Beaucoup de gens vont penser que les 2 ans qui sont ici et sont mentionnés, n'oublions pas que la première version disait que la présidence était fondée, enfin, devrait couvrir seulement 1 an, renouvelable une fois. Ce qui a été fait en 2021. 2021 pour 2022, c'était donc le premier anniversaire et 2023 c'est le 2e anniversaire. Maintenant que nous avons de sérieux doutes en ce qui concerne justement la possibilité de pouvoir glisser le calendrier électoral sous la junte, il a fallu donc prendre le devant. Si on faisait 1 an encore, au moment où il sera peut-être difficile, nous serons disons, dans le feu comment on appelle, du combat politique, qu'on a encore se retrouver pour dire on va faire une élection. On donne 2 ans et au cours de ces 2 ans-là, il est possible justement que tout soit réglé et en ce moment on est quitte. Ce n'est pas au milieu de la guerre qu'on va se retrouver et surtout que tout le monde n'est pas présent. Alors on se dit qu'il faut que nous ayons tous les atouts de notre côté pour minimiser justement les déplacements et maximiser les efforts à fournir justement pour pouvoir réussir. D'accord. Docteur, c'est comme à partir de l'adoption de cette nouvelle charte, c'est comme si vous avez tout mis à plat, vous repartiez sur une nouvelle base. Oui. Et donc, ça se comprend très bien. Ça se comprend très bien. Est-ce que, en ayant, n'est-ce pas, en mémoire, le passé politique de l'ANAD qui défendait mort de cul sur l'alternance, qui s'était opposé, n'est-ce pas, à Alpha au 3e mandat et qui a même dénoncé, n'est-ce pas, la révision constitutionnelle de coup d'État constitutionnel. Est-ce que ne sommes-nous pas en mesure aujourd'hui de parler aussi du coup d'État constitutionnel au sein de l'ANAD, quand on sait déjà que vous avez fait cette réforme de charte pour offrir
si je peux me le permettre, un mandat de 2 ans renouvelable une fois au président Cellou Dalein Diallo, est-ce que ce n'est pas un coup d'État constitutionnel au sein de l'ANAD qui vient d'être perpétré par l'adoption de cette nouvelle charte? Ouais, justement, je suis encore là pour vous dire que nous ne sommes pas en train de... Il n'est pas dit la plénière va décider pour reconduire. Parce que la charte ne dit pas que celui qui a géré ne peut pas revenir. La charte ne dit pas non plus que celui qui n'a pas géré ne peut pas venir. Dans ces conditions, il appartient à la plénière parce que toutes les grandes décisions sont prises au niveau de la plénière. Nous allons donc attendre que la plénière se prononce sur ça en considérant tous les aspects. Mais seulement, ne me dites pas que, disons, les changements de charte ou de dispositions de la charte, le changement a été fait pour que M. Cellou Diallo reste à la tête, parce que ce n'est pas ça l'objectif. Nous voulons justement nous politiquement pour affronter justement les échéances. D'accord. Docteur, nous on est amené à se poser la question au regard de ce qui est en train de se passer, que vos dénonciations à l'époque contre le troisième mandat, contre la nouvelle constitution d'abord, n'étaient pas fondées, vu que c'est au référendum que la constitution rédigée par la gouvernance Alpha a été soumise. Et vous, c'est la plénière qui va décider. Quelle est la différence alors? La différence, c'est que nous sommes en train de parler d'une alliance. L'alliance n'est pas un parti politique. L'ANAD n'est pas un parti politique. Justement, l'ANAD n'est pas un parti politique, mais c'est un ensemble de partis politiques qui aspirent à la gouvernance de cette nation. Si en votre sein, vous êtes incapable de nous proposer un bon modèle de gouvernance, est-ce que nous sommes capables, est-ce que nous devrons prendre le risque de vous faire confiance pour vous confier les destinées de la Guinée? Mais justement, j'ai dit que ça n'a pas été fait encore. On a changé la charte simplement parce que les objectifs ont changé. Donc, vous attendez que les élections se passent, que la désignation du président se fasse. Toutes ces questions que vous posez seront pertinentes. Mais on ne peut pas aller simplement et puis prendre le devant d'un certain nombre de situations pour affirmer des choses qui ne sont encore pas... Allez-y, Caps. Alors, docteur, en réalité, il faut entendre par là, quand on voit le poids des autres partis politiques qui sont autour de l'ANAD, on sait tout de suite que le choix est très rapidement fait parce qu'il faut porter le candidat qui a plus de chances de pouvoir passer. Alors, ma question, récemment, docteur, on a vu le mémorandum que l'UFD, l'ANAD, le RPG Arc-en-Ciel et le FNDC politique a adressé au MATD. On a vu là-dedans, vous demandez à ce qu'on ramène l'ancienne CENI et qu'on parte même avec l'ancien fichier pour vous là-dedans. Le RGPH et le RAVEC n'ont pas leur raison d'être. Il faut tout de suite aller à l'essentiel des activités. Et nous avons posé cette question au porte-parole du gouvernement qui nous a fait savoir que si vous voulez, c'est-à-dire l'ANAD, le RPG Arc-en-Ciel, le FNDC politique, continuez à rallonger la liste et vous pouvez même demander le retour du président Alpha Condé au pouvoir parce que selon lui, ce qui est dans ce mémorandum n'est tout simplement pas réaliste et logique. Comment vous entendez ça? Alors que par le passé, vous-même, vous dénonciez, n'est-ce pas, le fichier électoral que vous qualifiez de fichier corrompu et notamment et également la CENI. Vous reprochiez assez de choses à cette même CENI. Qu'est-ce qui explique ce changement de donne aujourd'hui? Bon, écoutez, effectivement, nous dénoncions et nous avions effectivement, comment je dirais, nous avions critiqué le fichier électoral à l'époque. Si vous vous rappelez, il y a eu beaucoup de missions de toilettage ici. La dernière mission, si je me rappelle, c'est lorsque l'Organisation internationale de la francophonie est venue faire un toilettage sur le fichier, où on a expongé près de plus de 2 millions comment on appelle, d'électeurs fictifs. Alors, à partir de ce moment-là, nous nous sommes dit que ça, quand même, c'était un changement. À l'heure actuelle, on peut s'appuyer sur les résultats d'un recensement général. En réalité, le recensement des LGPH 4 qu'on peut faire n'est pas indispensable à la conduite de la transition. On l'a dit tout le temps. Les LGPH, le dernier recensement qui a été fait, c'était en 2013. Alors, en 2013 et 2014, c'est chaque 10 ans, et ça, c'est pour donner les bases, effectivement,
pour déterminer les besoins de planification au niveau des Nations Unies. Le fichier électoral qui existe, on ne dit pas de le prendre comme tel. Nous sommes en train de faire le recensement biométrique. Avec ce recensement biométrique, on peut mettre à jour effectivement le fichier qui existe et le mettre sous le contrôle des institutions internationales, des institutions de vérification. Docteur, d'où justement la nécessité du RAVEC, qui est le recensement à vocation d'état civil, parce que c'est de cela sera tiré finalement le fichier. Mais je ne comprends pas donc pourquoi pour vous, cela n'est pas une activité essentielle. Oui, vous nous entendiez? Je parle du recensement général de RGPH 4. D'accord. C'est ça qui existe dans le programme. C'est de ça que je parle. Ça, ce n'est pas nécessaire pour, disons, la conduite de la transition. Parce qu'il faut que tout ça soit fini pour qu'on fasse le fichier électoral, pour que les élections puissent avoir lieu. Donc, le recensement général, là, n'est pas nécessaire pour la conduite de la transition. Elle n'est pas. Il n'est pas de moins. C'est ça. Alors, justement, l'autre question, c'est le cas de la CENI. Vous demandez à ce qu'on puisse revenir avec la CENI. Et dans les recommandations du dialogue que Dr Makale Traoré, les résolutions, pardon, eux, ils partent d'un observatoire et que le MATD organise les élections et qu'on mette en place un observatoire qui puisse chapeauter les choses. Et est-ce que pour vous, la CENI serait la solution quand on sait que de par le passé, cette CENI a été mise à l'index comme étant la cause des soubresauts dans le pays? Bon, encore une fois, comme je le disais, c'est une question sémantique ici. Ça peut être un organe de gestion des élections. Ça peut être, on peut l'appeler CENI. Ou bien, comme on appelle, Commission électorale nationale, on s'arrête là. On dit l'indépendance. Mais l'histoire a montré, l'histoire des élections en Guinée a montré que chaque fois que le ministère de l'administration du territoire, que ce soit sous M. Alpha Condé ou sous un autre, chaque fois que ce ministère organise des élections présidentielles, il y a toujours, disons, des histoires qui éclatent. Les changements de vote à travers les organismes qu'on avait créés de toutes pièces, qu'on appelait les centres, comment on appelle, les centres administratifs pour le contrôle CATV. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça, ce sont eux qui recevaient effectivement le vote venu des urnes et à leur niveau établi dessus avant d'envoyer. Nous disons qu'il y a des méthodes beaucoup plus pratiques et beaucoup plus transparentes. Nous ne voulons pas que le MATD effectivement organise ces élections parce que les efforts, encore une fois, les signes que nous sommes en train de voir montrent qu'il est possible justement que les autorités à l'heure actuelle puissent positionner des gens qui ont un but ou alors disons, organiser quelque chose d'autre qui peut les amener à se présenter aux élections. C'est aussi simple que ça. Et encore une fois, il y a des signes. Justement, docteur, vous parlez de ces signes-là. Quand on sait qu'il est dit, même dans la charte, aucun membre du CNRD, aucun membre du gouvernement actuel ne se présente pour les futures élections. Alors, quand vous parlez de signes, on ne comprend pas de quels signes parlez-vous alors? Est-ce que pour vous, il y a un candidat déjà préparé? Est-ce que vous voulez nous amener vers ça? Bon, si nous disons qu'il y a des signes, voilà, je vais vous donner un seul. À l'heure actuelle, vous savez que la transition est en train d'être conduite sous la charte. Aujourd'hui, il y a justement une constitution qui est en train d'être écrite. N'oublions pas que les dirigeants actuels n'ont pas prêté, disons, serment sur la nouvelle constitution qui n'est encore pas née. Ils ont effectivement juré sur la charte. Donc, dès que la constitution est approuvée et validée, ça veut dire automatiquement que la charte va glisser, elle ne sera plus prise en compte. Dans ces conditions, légalement parlant, personne ne peut imposer à qui que ce soit de se présenter aux élections sous la nouvelle constitution qui prendra le dessus sur la charte. Et voilà, donc peut-être élément de précision. L'autre élément qu'il faille ajouter à cette explication, il est dit dans la charte qu'aucun membre du CNRD ni des organes de la transition ne sera candidat. Mais il n'est pas dit qu'aucun ancien membre du CNRD ou des organes de la transition ne sera candidat. À quelques mois des élections, un membre du CNRD ou du gouvernement peut ôter, n'est-ce pas, peut quitter le navire de la transition pour se présenter comme candidat. Est-ce que c'est cela votre crainte?
justement, quand on dit il y a quelques mois, si as-tu prouvé que j'ai cette intention, par exemple, et je démissionne 6 mois avant, pour que je quitte, je crois que je vais, comment on appelle ça, je vais contourner justement cette disposition. Il y a des éléments qu'il faut passer au fait avant de prendre pour. D'accord. Merci en tout cas, docteur Edouard Jotomou Pogomou. On est pris par le temps. Merci d'avoir accepté notre invitation. Portez-vous bien où que vous soyez. Nous nous battrons pour donner la parole également au ministre par rapport à ces évaluations au niveau de la primature pour revenir un peu sur les points forts et les points faibles.